Donc il y a eu une tromperie, on a fait passer des régimes qui n'ont rien de démocratique pour des régimes démocratiques. Alors la démocratie peut faire l'objet de plusieurs définitions. La première, c'est que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et à travers cette définition, on voit donc que le peuple doit être au cœur du principe démocratique. À côté de cela, on peut aussi définir la démocratie comme la séparation et l'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et ces pouvoirs, en fait, doivent s'équilibrer et surtout être séparés. C'est-à-dire que dans un régime démocratique, on ne peut pas se retrouver avec un individu ou un groupuscule d'individus qui vont concentrer dans leurs mains le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire à la fois. Il faut donc que ces pouvoirs soient séparés et que ces pouvoirs puissent s'équilibrer. Montesquieu disait qu'il faudrait que par la disposition des choses, le pouvoir limite le pouvoir. Et donc, dans un cas démocratique, il y a un contrôle du pouvoir. Et donc, dans la démocratie aussi, on peut voir le fait, bien sûr, que le pouvoir est détenu par des gens qui sont élus par le peuple. Donc, il y a une participation des populations pour choisir qui va les représenter dans les collectivités territoriales et au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la présidence. La population participe à travers des élections libres, équitables et transparentes. Également, au niveau de la démocratie, on peut ajouter que la démocratie comprend et inclut aussi la redevabilité. C'est-à-dire que lorsque vous avez un mandat du peuple, vous êtes tenu de rendre compte de ce que vous avez fait du mandat que le peuple vous a donné. Donc, vous dites par exemple, pendant mon mandat, voici ce que j'ai pu faire. Et le peuple, à l'issue de cette reddition des comptes, le peuple donc peut décider de vous sanctionner positivement ou négativement. Alors, déjà, il faut donc se rappeler de ce qu'on a dit précédemment sur ce qu'est la démocratie. Voilà, on a dit que la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs et c'est le fait que le pouvoir ne soit pas concentré entre les mains d'une seule et même personne. La démocratie également, ce sont des élections libres, transparentes et équitables. La démocratie, c'est la redevabilité. Maintenant, quel type de démocratie a été appliqué en Afrique francophone? Vous êtes témoin avec moi, vous pouvez regarder dans les médias. La démocratie qui a été appliquée en Afrique n'est pas la démocratie que je viens de donner dans le premier point, du moins en Afrique francophone. Dans plusieurs pays d'Afrique francophone, ce n'est pas cette démocratie qui a été appliquée. On s'est retrouvé dans des pays où le pouvoir, que ce soit le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, concentré entre quelques mains. On s'est retrouvé dans des pays où les élections n'étaient pas transparentes et souvent contestées. On s'est retrouvé dans des pays où il n'y a pas vraiment de redevabilité des dirigeants vis-à-vis du mandat qui leur est confié. Donc voici le système qui a été appliqué en Afrique. Et ce système n'a de démocratie que le nom. En réalité, ce n'est pas la démocratie qui a été appliquée en Afrique, mais c'est un système au mieux pseudo-démocratique, sinon même un système qui n'a rien à voir avec la démocratie. Mais on a présenté ce système comme démocratique. Certains acteurs politiques ont présenté ce système comme la démocratie. Et comme ce système n'a pas produit de résultats probants, on dit que les pays africains ou bien les populations africaines ont rejeté la démocratie, récusent la démocratie. Mais en réalité, le procès qu'on fait dans les pays d'Afrique francophone, il ne s'agit pas du procès de la démocratie, non. Parce que ce n'est pas la démocratie qui a été appliquée. On fait plutôt le procès d'un système au mieux pseudo-démocratique, sinon un système même qui n'a rien à voir avec la démocratie. Je vous ai donné la définition de la démocratie et ce n'est pas ce qui a été appliqué. Donc, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il y a des acteurs politiques qui ont présenté le système qu'ils ont appliqué comme la démocratie alors que ça n'était pas. Et du coup, les populations se retrouvent donc à rejeter et à détester ce système parce que ce système n'a pas eu de résultats probants. Mais ce système, comme je le disais, n'a rien à voir avec la démocratie. En fait, ce que certaines élites politiques ont fait, c'est de faire passer Pierre pour Paul. C'est-à-dire, je suis assis là, quelqu'un prend mon habit, quelqu'un porte mon habit, quelqu'un qui a à peu près la même taille que moi, la même morphologie que moi, la personne porte mon habit, la personne peut aller commettre des actes qui sont pas bien. Et derrière, si on ne regarde pas bien de loin, on peut dire que c'est moi, alors qu'en réalité, c'est pas moi. Donc, on va faire le procès de la personne
croyant qu'on fait mon procès alors que c'est pas mon procès, c'est le procès de quelqu'un qui a juste porté mes habits, qui en réalité n'est pas moi. C'est ce qui s'est passé. Donc, certaines élites politiques ont fait passer donc un régime non démocratique pour un régime démocratique, ce qui fait que les populations ont rejeté ce régime non démocratique, pensant qu'elles rejetaient donc la démocratie. Donc, il y a eu une tromperie. On a fait passer des régimes qui n'ont rien de démocratique pour des régimes démocratiques. Donc, en réalité, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, il faut se poser la question de savoir pourquoi certaines élites politiques ont fait cela. C'est parce que ces élites politiques n'avaient pas intérêt à l'implémentation de la démocratie. Ces élites n'avaient pas intérêt à ce que la démocratie soit implémentée avec rigueur, avec efficacité, avec sincérité. Puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Dans la démocratie, en fait, il faut une redevabilité. Dans la démocratie, il faut donc écouter le peuple, il faut tenir compte de l'avis du peuple. Alors que ces élites, justement, qui ont trompé le peuple sur le système non démocratique qu'ils ont présenté comme système démocratique, ce sont des élites qui étaient là pour leurs propres intérêts, qui n'étaient pas là pour travailler pour le peuple. Et donc, ces élites n'avaient pas intérêt à la démocratie parce que la démocratie, c'est vraiment travailler pour le peuple. Mais comme ces élites étaient là pour elles-mêmes et pas pour le peuple, ces élites ont appliqué un système qui préservait leurs intérêts et donc des systèmes qui n'avaient rien à voir avec la démocratie. Et ces élites, donc, ont dit, voilà, le problème, c'est la démocratie. Les élites ont menti à la population pour dire c'est la démocratie le problème, alors que ces élites n'ont pas du tout appliqué la démocratie. La démocratie n'a rien à voir avec les travers que nous connaissons. C'est plutôt donc des élites qui ont appliqué un système voilà, qui garantissait leurs intérêts. Et donc, ils ont fait passer pierre pour poule, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ont fait passer des systèmes non démocratiques pour des systèmes démocratiques. Alors non, aspirer à la démocratie n'est pas être esclave de la France pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que la démocratie n'est pas une invention de la France. Si on veut remonter dans la genèse de la démocratie très loin, on peut donc parler donc de la Grèce antique et notamment la démocratie appliquée à Athènes. Si on veut revenir à des temps modernes, on pourra donc citer la Grande-Bretagne comme l'une des plus vieilles démocraties du monde. Et donc, c'est vrai qu'il y a des penseurs français qui ont participé à façonner donc le concept démocratique, mais la démocratie donc n'a pas été inventée donc par la France et en cela donc parler de démocratie, aspirer à la démocratie n'est pas donc se faire esclave de la France. Et l'autre fait également, c'est que aspirer à la démocratie, c'est motivé par la volonté de placer le peuple et la volonté du peuple au cœur du système. Voilà, le peuple aspire à la démocratie parce que le peuple veut avoir la possibilité de choisir ses représentants. Le peuple aspire à la démocratie, non pas parce que le peuple veut se soumettre à la France, mais parce que le peuple veut également avoir un moyen de révoquer, par exemple, les responsables politiques lorsqu'ils n'utilisent pas les mandats à bon escient. Le peuple aspire à la démocratie parce que le peuple veut la redevabilité. Le peuple veut la reddition des comptes de la part donc de ceux à qui il confie des mandats. Alors effectivement, parlant de la démocratie, il y en a qui objectent en disant que la démocratie coûte cher, que la démocratie a un coût exorbitant. Alors premièrement, donc, il y en a qui l'ont énoncé notamment lorsqu'il s'est agi donc des élections au Sénégal. Il y en a qui ont dit par exemple que la démocratie a triomphé certes au Sénégal récemment, mais malheureusement il y a eu plusieurs morts donc lors des manifestations. Et des gens donc ont dit que la démocratie a un coût humain important. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que l'absence de démocratie également a un coût. Si on estime que la démocratie a un coût exorbitant, sachons également que l'absence de démocratie a un coût encore plus exorbitant. Un penseur disait que si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Donc l'ignorance va coûter nécessairement plus cher que l'éducation. Et de cette même façon-là, je pense que la démocratie coûte moins cher que l'absence de démocratie. Voilà, sur le plan humain et autres. Maintenant, si on vient sur le plan financier, parce qu'il y en a qui disent que voilà, on organise les élections à coups de milliards, ces milliards peuvent être utilisés pour construire des hôpitaux, des écoles, etc. Oui, en ce sens également, la démocratie a un coût financier, mais même ce coût financier, il peut être optimisé. Je prends l'exemple du Burkina où l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante avait fait des propositions justement
pour réduire le coût des élections au Burkina Faso. Il a fait des propositions claires, des propositions assez structurées, et donc pour dire qu'il est possible d'organiser des élections en engageant moins de frais. Du moment où on s'assoit, on réfléchit pour optimiser le processus, c'est possible. Ce n'est pas une fatalité que d'organiser donc des élections à des centaines de milliards. Tout cela peut être optimisé, et c'est le rôle bien sûr de tous les acteurs de penser des élections où on va dépenser moins, c'est possible, et moi je pense que on a les capacités intellectuelles pour réfléchir sur ces questions. Le lien entre la démocratie et le développement n'est pas direct, tout comme aussi le lien entre la dictature et le développement n'est pas du tout direct. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui impacte directement le développement, c'est la qualité des politiques publiques, c'est la qualité de la politique économique du pays en question. Et donc, quel que soit le régime politique, que ce soit un régime démocratique ou pas, si vous avez de bonnes politiques économiques, c'est là donc que le développement peut être amorcé. Donc, le développement est plus une affaire de politique, de qualité des politiques publiques, de qualité de la politique économique. Mais la démocratie peut jouer positivement en ce sens que la démocratie, en fait, c'est être gouverné par les meilleurs talents. Voilà, parce que si la démocratie est appliquée, c'est-à-dire que aux élections, le peuple choisit ceux qu'il estime être les meilleurs talents de la cité. Et donc, si on met les meilleurs talents de la cité, donc voilà, dans les ministères, dans les palais présidentiels et autres, ces meilleurs talents sont à même justement de produire des politiques publiques de bonne qualité et conduire donc les pays africains vers le développement. Donc, le lien entre la démocratie et le développement n'est pas direct, mais si nous sommes dans une démocratie où le peuple vote pour les plus talentueux d'entre nous, ces plus talentueux, clairement, ont l'intelligence, ont la stratégie nécessaire pour mettre en place des politiques publiques qui vont conduire au développement. Effectivement, l'Afrique précoloniale avait ses propres modes de gouvernance, mais est-ce pour autant qu'il faut refuser la démocratie? Moi, je pars sur la base que si ton voisin fait quelque chose d'intéressant, rien ne t'empêche de t'inspirer de ce que ton voisin fait. Tout comme aussi, si demain tu fais des choses intéressantes, ton voisin peut venir puiser quelque chose de chez toi. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas de complexe à appliquer la démocratie. Il n'y a pas de complexe à aspirer à la démocratie, tout simplement parce que c'est pas nous qui l'avons inventé. Voilà. Pour moi, plutôt, voilà, c'est un appel même à mettre en avant aussi, à concevoir et à développer des choses en Afrique. Et demain, ce sont les autres qui viendront puiser dans ce que nous aurons élaboré, dans ce que nous aurons structuré. Donc, pour moi, il n'y a pas de complexe à avoir. Il n'y a aucun complexe. Et donc, je puise chez les autres, tout comme les autres aussi peuvent puiser chez moi si je développe, si je conceptualise des choses intéressantes. Alors, je suis pas complètement d'accord avec cette vision des choses, parce que si on dit que l'Africain a besoin d'un pouvoir contraignant pour le faire avancer, on serait en train de prendre à notre propre compte des thèses colonialistes, des thèses qui ont été avancées donc pendant la période coloniale, et donc on ne saurait donc s'inscrire dans cette dynamique. Et deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec cette vision également parce que si vous suivez un peu les mouvements de migration en Afrique, lorsque les Africains migrent vers l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de l'Afrique, ils vont vers des pays, non pas des pays où les pouvoirs sont contraignants, mais ils vont dans des démocraties. Regardez très bien les statistiques. Il y a plus d'Africains donc aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne que dans les pays où donc les pouvoirs sont contraignants. Donc on peut consulter les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire donc on ne peut pas conclure que les Africains donc préfèrent les pouvoirs contraignants. Au contraire, suivez bien les mouvements de migration et vous verrez que c'est tout le contraire. Enfin, donc, lorsqu'on parle de démocratie, il ne faut pas penser que la démocratie, c'est le laxisme, c'est je fais ce que je veux, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction. Non. La démocratie comprend également un volet sanction, un volet où bien sûr le pouvoir est appliqué, où la contrainte est appliquée. Et la différence entre la démocratie et les autres régimes, c'est que dans la démocratie, en fait, la force est encadrée. Vous voyez, la force est encadrée, c'est pas une force aveugle qui va me frapper, mais c'est une force qui est encadrée. Donc le pouvoir, il est contraignant, mais contraignant sur la base d'une règle de droit. Pas contraignant sur une base arbitraire, mais contraignant sur la base de la règle de droit. Donc il y a des sanctions, mais ces sanctions donc sont encadrées
exercée donc par les autorités désignées à cet effet. Et donc tout est bien encadré, si bien qu'il n'y a pas d'arbitraire, mais chacun sait à quoi s'en tenir. Alors, c'est vrai que quand on parle de démocratie, beaucoup diront non, il faut que les conditions soient réunies. Et quand ils parlent de conditions, ils parlent surtout de genre éduquer le maximum de population, etc., etc. Mais je ne souscris pas vraiment à cette thèse parce que si on attend que la majorité de la population soit éduquée avant d'implémenter la démocratie, je crois qu'on risque de ne pas du tout l'implémenter. Donc, pour moi, il ne faut pas du tout attendre, il n'y a pas de conditions. La démocratie, c'est avoir la volonté de respecter les droits, de pouvoir faire respecter également le droit. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, que le Conseil constitutionnel applique la démocratie? Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a dit le droit, a fait respecter le droit. Le Conseil constitutionnel n'a pas attendu que toute la population sénégalaise soit éduquée pour le faire. Qu'est-ce que la Cour suprême attend comme condition préalable pour appliquer la démocratie? Qu'est-ce que la Commission électorale nationale indépendante attend comme condition pour appliquer la démocratie? Qu'est-ce que les hommes politiques attendent comme condition pour appliquer la démocratie? Donc pour moi, en vrai, il n'y a pas de condition préalable. Il faut avoir la volonté, comprendre que la démocratie, c'est dans l'intérêt de tous et surtout dans l'intérêt des populations. Et donc, respecter le droit et le faire respecter tout simplement. Pour moi, en fait, la démocratie s'applique dans un pays. Et lorsque la démocratie s'applique dans un pays, c'est-à-dire dans un contexte, une culture, un environnement donné, la démocratie, forcément, va porter ce qualificatif-là. C'est-à-dire que la démocratie appliquée en France, c'est la démocratie française. La démocratie appliquée aux États-Unis, c'est la démocratie américaine. Et donc, pour moi, la démocratie appliquée en Afrique serait tout naturellement la démocratie africaine. Voilà, donc pour moi, ça va de soi. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que la démocratie, quand même, a une substance, a des principes fondamentaux. C'est-à-dire que du moment où vous respectez ces principes fondamentaux, vous pouvez ajouter d'autres couches, justement, qui dépendent de votre culture, de votre histoire, de votre environnement. Mais quand même, il doit y avoir ces fondements, il doit y avoir la substance de la démocratie. La substance, c'est la séparation des pouvoirs, c'est le contrôle des pouvoirs, c'est le fait qu'un individu ou un groupe d'individus ne concentre pas tout le pouvoir à lui seul. Donc, si ces éléments sont réunis, vous pouvez maintenant ajouter d'autres couches propres à votre histoire, à votre culture, à votre environnement. Je prends un exemple très simple. Lorsqu'on veut confectionner une voiture, dans le principe, en fait, pour la voiture, il y a donc un moteur, il y a les roues, il y a les rétroviseurs et les boîtes de vitesse, par exemple. Donc ça, c'est la base, ce sont les fondamentaux. Donc dès qu'il y a ces fondamentaux, le constructeur peut décider maintenant de fabriquer une voiture jaune, une voiture rouge, la couleur qui lui plaît, une voiture avec un design carré, un design circulaire. Donc ça vient en second plan et j'ai envie de dire que c'est cosmétique. C'est ce qu'on ajoute en plus des fondamentaux de la voiture. Donc, s'il y a les éléments de base, c'est une voiture. Mais si vous laissez les rétroviseurs, vous laissez le moteur, vous n'allez pas fabriquer une voiture, n'est-ce pas? Donc, du moment où vous respectez les éléments fondamentaux, les éléments qui constituent même la substance de la démocratie, et que vous y ajoutez d'autres ingrédients, c'est toujours de la démocratie, mais assurez-vous d'avoir ces éléments. Si vous vous retrouvez dans un système où le pouvoir est concentré entre quelques mains et vous dites que c'est ça la démocratie à l'africaine, là, on est passé complètement à côté parce que la démocratie ne veut pas dire concentration des pouvoirs entre quelques mains. Donc, vous l'aurez remarqué, la démocratie française ne fonctionne pas comme la démocratie américaine. En France, par exemple, le mandat présidentiel, il est de 5 ans, alors qu'aux États-Unis, il est de 4 ans. Donc, vous voyez, ça, c'est des différences cosmétiques, ce que j'appelle les différences cosmétiques superficielles. Mais le dénominateur commun, c'est qu'il y a la séparation des pouvoirs, il y a l'équilibre des pouvoirs, il y a le contrôle du pouvoir, il y a la redevabilité donc des dirigeants envers les populations. Donc c'est ça le corps, la substance de la démocratie. Maintenant que vous faites en sorte que le mandat présidentiel soit de 7 ans, de 5 ans ou de 4 ans, ça c'est cosmétique. Ça, dans l'exemple de la voiture, c'est que vous décidez de faire une voiture jaune, une voiture rouge, une voiture grise, ça c'est secondaire. Mais les éléments fondamentaux de la voiture doivent être là. Alors pour implémenter ou renforcer donc la démocratie en Afrique francophone, pour moi, il est éminemment important de renforcer ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs sont des organisations de la société civile qui vont donc mettre de la pression sur les gouvernants,
ce sont des organisations de la société civile qui vont exiger la redevabilité, qui vont exiger la reddition des comptes. Donc pour moi, il est éminemment important justement de renforcer cette société civile, ces contre-pouvoirs qui vont justement donc éviter la concentration du pouvoir entre quelques mains, qui vont éviter donc les abus, qui vont éviter donc les dérives des dirigeants. Donc pour moi, c'est éminemment important. Il faudrait aussi que les institutions donc puissent accomplir leur rôle. Par institution, donc j'attends la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la presse qui est le quatrième pouvoir, la justice également qui doit être indépendante. Et donc, sont des institutions qui ont un rôle éminemment important à jouer dans ce processus.